Corps à corps. Corps à corps. Alors, on va se remettre un peu les idées en place, et notamment les idées géopolitiques, parce qu'il se sont passé pas mal de choses la semaine dernière, et comme d'habitude, avec Donald Trump, notamment à la manette. Alors, d'abord, rappelons ce qui s'est passé concernant la guerre commerciale, puisqu'il y a eu des rebondissements. Washington, vous savez, avait porté le droit de douane envers la Chine à 145%. Pékin réplique en imposant des produits américains à hauteur de 125%. Et puis, Donald Trump a assuré qu'il avait eu une conversation téléphonique avec Xi Jinping vendredi dernier. Le régime chinois a affirmé dès le lendemain qu'aucune négociation commerciale n'était encore commencée entre les deux parties. Donc bon, voilà où on en est. C'est pas tout à fait clair. Côté guerre en Ukraine, Trump a d'abord affirmé qu'un accord était proche entre l'Ukraine et la Russie, après avoir exhorté Vladimir Poutine à cesser ses frappes meurtrières. Là, il y a eu ce fameux, j'allais dire tweet, mais c'est pas un tweet, ce post Stop Vladimir qui a été posté sur son réseau social, Truth Social, vous savez, un équivalent de Twitter à peu près. Les négociations russo-américaines se sont donc poursuivies par l'intermédiaire de Steve Witkoff, qui s'est déplacé pour la 4e fois à Moscou en fin de semaine dernière. Et enfin, dernier sujet, et peut-être le plus important, celui qu'on veut traiter le plus en profondeur aujourd'hui, eh bien, c'est la question énergétique, puisque la Russie, sans doute exaspérée par le refus de négocier des Européens, a fini par accepter l'idée que Washington prenne le contrôle du gazoduc Nord Stream prochainement reconstruit et de vendre le gaz russe à l'Union européenne. C'est en tout cas une information qu'on a pu lire dans les colonnes du Point la semaine dernière. Si les États-Unis prennent le contrôle du réseau gazier reliant la Russie à l'Europe, Gazprom est prêt à discuter d'un contrat d'approvisionnement avec le nouveau propriétaire. Voilà ce qu'a fait savoir Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Alors, c'est quand même considérable comme information. Et évidemment, là, pour le moment, à entendre ça comme ça, l'Europe est loin d'être gagnante. Alors, pour analyser tout ça, je suis très heureuse de recevoir nos deux invités, Frédéric Egouy et Fabien Bouglet. Bonjour Frédéric Egouy. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Ouais, merci à vous d'être avec nous et de nous apporter toujours autant d'informations précises et de terrain. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Diakova. Et évidemment, on ne pouvait se passer de vous pour parler de ce sujet des questions énergétiques. Je rappelle que vous êtes spécialiste de ces questions énergétiques et auteur notamment de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Et puis vous aviez écrit auparavant notamment Éolienne, la face noire de la transition énergétique aux éditions du Rocher. Alors peut-être Frédéric Egouy, peut-être pour commencer sur le plan général géopolitique et ensuite précisons ce qui se passe avec Fabien Bouglet. Alors écoutez, c'est quand même effectivement une déclaration absolument majeure qu'a fait Dmitri Peskov. C'est un virage en fait. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'en novembre dernier, ces questions-là avaient commencé à être évoquées, c'est-à-dire de l'exploitation du gazoduc Nord Stream par un investisseur américain, Stephen Lynch, qui avait fait une proposition, qui avait commencé à discuter avec le gouvernement américain, à savoir s'il pouvait racheter ce gazoduc que les Européens ne veulent plus utiliser. Pour pouvoir l'exploiter. Et à ce moment-là, on avait eu une réponse très claire en fait du côté russe en fait de Dmitri Peskov qui se faisait qui donnait la réponse en fait qui avait été donnée par Gazprom, qui était de dire que il était hors de question de discuter de ça. Et donc c'était une fin de non-recevoir très claire en fait. Le problème, c'est que on a aujourd'hui une question, le gouvernement russe qui est en train finalement de façon très pragmatique de s'adapter à la situation. La situation, c'est que les États-Unis aujourd'hui font un pas et plus qu'un pas en avant vers la Russie. Ils veulent rouvrir leurs échanges commerciaux, etc. Et d'un autre côté, les Européens, eux, restent bloqués en fait dans leur idéologie, dans leur russophobie maladive, et n'ont pas du tout l'intention d'avancer sur cette question. Donc pragmatiquement, finalement, qu'est-ce que sont en train de voir les Russes? Ils sont en train de se dire, écoutez, nous, la solution qu'apportent aujourd'hui potentiellement les États-Unis, pour eux, elle est tout à fait valable parce que ça voudra dire continuer à vendre leur gaz aux clients européens, mais en passant par les États-Unis. Donc, pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. Les États-Unis, évidemment, ont tout à y gagner parce Évidemment. que dans cette histoire-là, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt, finalement, ils vont prendre un billet au passage, une commission sur tous ces échanges-là. Et évidemment, le grand perdant
de l'histoire, c'est les Européens qui sont les cocus de l'affaire totalement et dont on peut se demander légitimement comment on arrive à prendre ce genre de décision stratégique. Ah oui. Parce que là, finalement, ça s'apparente pratiquement à de la trahison, en fait, Parce ce que, qu'ils sont en train de si, faire. parce que si je résume, quand même, on a donc des Européens qui, a priori, si ça part comme ça, vont acheter du gaz russe via Washington en utilisant les infrastructures gazières, donc le gazoduc Nord Stream, qui a été financé par eux-mêmes. Et que, a priori, on est tous d'accord aussi, les États-Unis ont saboté. On est quand même dans un système assez, assez énorme. Là, on arrive vraiment au bout de la réflexion de ces gens-là. Et oui, enfin, c'est quand même dramatique de penser qu'on puisse arriver à ne serait-ce que penser à faire ça, en fait. Oui. Parce que qu'est-ce qui mène leur réflexion? Oui. Leur réflexion et vous dites, on réfléchit à le faire, mais on le fait déjà, je vous le ferai remarquer, sur les hydrocarbures russes, c'est-à-dire en l'occurrence sur le pétrole, qu'on achète déjà du pétrole russe via l'Inde, en le payant plus cher, mais simplement en disant on ne veut pas l'acheter à la Russie parce qu'on ne veut pas financer la Russie, c'est etc. du méchant, c'est du méchant, mauvais du méchant hydrocarbure. russe. Mais en revanche, quand il passe par la transition de l'Inde et qu'il nous coûte donc plus cher, il n'y a pas de problème. C'est super. Tout à fait. Alors, je vais donner la parole à Fabien Bouglet et évidemment, on continue cette discussion. Fabien Bouglet, évidemment, vous connaissez tout le sujet. Il y a beaucoup de notions qui ont été abordées et c'est tout à fait passionnant. Je voudrais appuyer sur 3 points. Allez-y. La première chose, c'est que les Européens, dans une naïveté confondante ou une trahison confondante, n'ont pas noté que la guerre en Ukraine était la guerre de l'énergie. C'est tout le sens de mon livre, guerre de l'énergie. Et vous commencez comme ça. C'est que le sous-jacent énergétique de la guerre en Ukraine est fondamental. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nos élus, nos gouvernants n'ont pas noté que Donald Trump avait fait de son premier mandat et de son second mandat le mandat de la maîtrise mondiale de l'énergie. Et d'ailleurs, le 14 février dernier, Donald Trump a créé le Conseil national de la domination énergétique. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a bien une volonté des États-Unis de contrôler le marché mondial de l'énergie afin de vassaliser politiquement les pays consommateurs des ressources énergétiques. Enfin, dernier point, pour préciser le propos de Frédéric Agoui, c'est que ce n'est pas autant une volte-face que ça. J'ai quand même dévoilé en avril dernier que le département des finances et le bureau des sanctions américains avaient levé depuis le début de la guerre en Ukraine toute sanction économique interbancaire dans toutes les négociations sur les domaines dans le domaine énergétique, le gaz, l'uranium, le pétrole, etc. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui que les États-Unis et la Russie négocient et font des tractations sur l'énergie. Les États-Unis ont acheté à peu près pour 1 milliard d'uranium enrichi en Russie pendant la guerre. La Russie peut tout à fait avoir vendu du gaz aux Américains pendant la guerre, du pétrole. Et donc, le fait qu'on découvre aujourd'hui quelque chose qui était en sous-jacent, cette alliance russo-américaine sur l'énergie était déjà en germe depuis le mandat de Donald Trump et à plusieurs reprises pendant les élections et pendant la période électorale, dans certains meetings, Donald Trump a dit « mais on va travailler avec Poutine parce que la Russie a énormément de ressources minières et de ressources de matières premières qui vont nous être utiles pour notre économie ». Et donc, la volonté américaine depuis le début, c'est de couper le cordon ombilical entre l'Allemagne et la Russie pour pouvoir elle-même bénéficier de ces ressources minérales, parce que ça n'est pas exclusivement la question de l'énergie, c'est aussi les ressources des sous-sols. Et donc, depuis le début, on voit bien une volonté de casser les routes historiques du gaz entre la Russie et l'Europe occidentale. Ça a été Nord Stream, mais depuis le 31 décembre 2024, c'est aussi l'arrêt
de la route historique du gaz par l'euro-sibérien, c'est-à-dire que Zelensky a coupé le gazoduc Rosawood, qui était la route historique, qui pèse quand même à peu près la moitié de Nord Stream 1 et 2. Et je rappelle enfin, pour dresser un peu le paysage, que Nord Stream 1 et 2, il y a encore un tuyau opérationnel à hauteur de 25%, c'est-à-dire qu'il y a 4 tuyaux Nord Stream 1 et 2, et il y en a un qui est toujours opérationnel. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'Allemagne peut bénéficier du gaz venant de Russie avec simplement un accord. Et vous avez raison, nous avons un gouvernement français et des autorités européennes totalement à côté de la plaque sur le sujet. Madame van der Leyen, tout récemment, a dit que on avait complètement déstabilisé l'économie russe et que nous avions, je cite, assuré notre sécurité énergétique. Oui. Mais c'est totalement à côté de la plaque. Bah, c'est plus et que, je finirai oui, sur ce point pour laisser la parole à Frédéric Ebouy. Il ne faut jamais oublier une chose importante et fondamentale. Depuis 2019, les États-Unis sont autonomes énergétiquement avec l'exploitation rentable du gaz de schiste et peuvent vendre leur surplus. La Russie est autonome énergétiquement depuis des dizaines d'années et l'Europe, au milieu, selon les chiffres d'Eurostat, dépend de 58% de ses importations d'énergie. Vous imaginez l'état de faiblesse de l'Europe, et là, Donald Trump en profite pour assurer sa domination énergétique mondiale face à l'inertie, à l'incapacité et à l'incompétence de nos gouvernants. Oui. Peut-être juste encore un mot, Fabien Bouglet, puisque vous parliez de, comme c'est l'objet de votre livre, du côté que finalement, sous la guerre, notamment en Ukraine, il y avait un sous-jacent énergétique qui était peut-être le premier, le point de départ de cette guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut le répéter pour nos auditeurs. Parce que tout simplement, l'Ukraine, selon la doctrine Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier, est un pays clé en Europe de l'Est, qui est à la fois, et les Américains, les doctrinaires américains pensent que la maîtrise des pays de l'axe mer Baltique, mer Noire, et en particulier l'Ukraine, c'est un pays qu'il faut contrôler. Et donc, depuis la révolution orange de 2004, puis la révolution du Maïdan, la CIA et différentes autorités étatiques américaines n'ont eu de cesse que de contrôler l'Ukraine pour contrôler notamment le passage du gaz russe, puisque la route historique du gaz vers l'Europe passait par l'Ukraine. Et c'est pour ça que les Allemands et les Russes ont négocié un deal pour avoir une voie directe du gaz entre la Russie et l'Allemagne en construisant Nord Stream 1 et Nord Stream 2. De ce fait, les Américains, sentant qu'ils allaient perdre le leadership de maintien de leur influence en Europe de l'Est, en Ukraine, avaient un intérêt à ne pas avoir construit Nord Stream 2, parce que Nord Stream 2 permettait à l'Europe d'avoir une voie directe et d'être, au vu des États-Unis, vassalisée par la Russie, puisque la Russie, de ce fait, allait devenir le fournisseur le plus important de l'Europe en matière de gaz, et donc, de ce fait, allait avoir un impact géopolitique majeur. Et donc, dans toutes les discussions sur la guerre en Ukraine, il y avait la discussion de Nord Stream. Une des rencontres entre Angela Merkel et Joe Biden en 2021, c'était autour de cette maîtrise de Nord Stream, parce que Nord Stream 2 n'était pas encore opérationnel au moment de la guerre en Ukraine et était fini et était sur le point de voir fonctionner le gaz. Et donc, il y avait un narratif américain qui était totalement lié entre la guerre militaire en Ukraine de l'Est et le contrôle de Nord Stream. Et c'est pour ça que le sabotage de Nord Stream était effectivement un acte de guerre qui s'est inséré dans cette guerre mondiale qui a son sous-jacent énergétique et territorial en Ukraine. Ouais. Je pense que peu réalisent qu'en réalité, la guerre en Ukraine n'est pas la guerre à proprement parler, c'est un sous-jacent de la guerre mondiale de l'énergie
Et je me tue à expliquer ça depuis des mois, et ça commence Oui, mais un peu à tard, là. venir Oui. progressivement. Oui, mais un peu tard, quand on se rend compte qu'on a perdu la guerre, finalement, Fabien Mouglé, c'est un peu dommage. Mais ça a été comme ça, vous savez, on a dit la ligne Maginot, ils ne passeront pas par la Bah oui. Belgique, et tous les doctrinaires disaient ils ne passeront pas par la Belgique. Oui, Le général de Gaulle avait écrit un livre en 1934 en tout à disant fait. attention, il faut faire des tanks, il faut Oui, faire oui. une armée à Pour base d'avions. mécaniser. Oui. 1934. Et qui a retenu la leçon? C'est Guderian, le général Allemand. allemand, et qui a réutilisé les enseignements du général de Gaulle pour en faire un livre, et il a inventé la Blitzkrieg parce que justement, il n'avait pas suffisamment de matière énergétique et il fallait une guerre gagnée très rapidement. Oui. Et c'est pour ça que les Allemands ont fait la Blitzkrieg. Que voulez-vous? Et ils l'ont fait, et nous, naïvement, on a pensé que la ligne Maginot suffirait et que par magie, l'Allemagne ne passerait pas par la Belgique. Voilà l'état de nos Oui, mais doctrinaires. est-ce qu'on est condamné à n'avoir que problème. des hoquets de l'histoire? C'est toute la question. Frédéric Egui, alors est-ce que vous êtes d'accord, en tout cas, si on reprend sur on va dire le portrait, le tableau dressé par Fabien Mouglé sur le fait que finalement, que la guerre en Ukraine soit finalement avant tout une guerre, j'allais dire nucléaire, pas encore, mais énergétique? Oui, oui, tout à fait. Et le tableau dressé par Monsieur Bouglé est tout à fait juste. Nous sommes bien d'accord. Là où on a vraiment un changement majeur qui est en cours, c'est que jusqu'à présent, la Russie essayait encore de ramener les Européens à la raison, en Oui. fait. Et Vladimir Poutine le disait, le répétait, et il disait, bah, écoutez, nous, on est tout à fait prêts à rouvrir Nord Stream dès que vous êtes prêts à l'ouvrir. Et Monsieur Bouglé l'a très bien fait remarquer. Le transit du gaz via l'Ukraine continuait jusqu'à début 2025. C'est-à-dire que bien qu'il y ait la guerre, les Ukrainiens profitaient de ce transit de gaz qui arrivait jusqu'aux Européens. Donc, si vous voulez, on voit bien que ces questions-là, on pouvait en discuter. Aujourd'hui, les Russes ont pris acte de la stupidité des Européens. Ils ont pris acte de cette stupidité-là et ils disent, bon, ben, écoutez, très bien, désormais, vous comptez vous vassaliser totalement aux Américains, eh bien allons-y, en fait. Et parce que eux, bah, c'est pragmatiquement, disons que géostratégiquement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour eux, ça n'a aucun sens pour nous. Mais pragmatiquement, eux, bon, bah, ils vont pouvoir continuer à vendre leur gaz. Oui. Et si ils prennent acte qu'ils ont face à eux des gens qui ne sont pas logiques, en fait. Donc on en est là. Et bon, bah, c'est dramatique pour nous. Et on voit bien, et Monsieur Bouglé l'a très bien dit, on voit bien que c'est une question qu'il est toujours très difficile d'aborder quand même dans la conscience collective de ce qu'est ce conflit. Hein. Moi, j'ai essayé de le faire à l'Élysée. Regardez où ça m'a mené. Oui. Regardez dans les médias aujourd'hui où est-ce qu'on est ce débat. Est-ce que les oppositions se saisissent de ce sujet-là qui pourtant est quand même absolument fondamental, capital. C'est-à-dire que si vous n'avez pas si vous ne traitez pas vos questions énergétiques, en fait, de quoi est-ce que vous parlez? C'est la question absolument centrale. L'industrie allemande aujourd'hui est en train de s'effondrer. Et le pire, c'est que dans tout ça, l'argument amené par nos élites européennes, notre technocratie et cette moraline qu'on nous sert à plus savoir qu'en faire, qui est de dire que effectivement la Russie est très méchante, elle mène une guerre d'agression non provoquée contre l'Ukraine. Très bien, soit, mais ça veut dire que nos approvisionnements énergétiques, on dit aujourd'hui, on recherche à trouver notre indépendance énergétique. Mais c'est une vaste blague parce qu'on n'a pas de ressources, donc on va les acheter à qui? C'est-à-dire qu'on est en train d'augmenter nos approvisionnements de gaz de schiste venant des Américains, venant de Norvège, qui par ailleurs, selon Simworth, ont participé au sabotage de Nord Stream, venant de l'Azerbaïdjan, qui est en guerre contre l'Arménie, qui nous mène une guerre d'ingérence à Mayotte, venant du Qatar, venant de l'Algérie, dont nos relations sont quand même aujourd'hui très discutables. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout ça n'a vraiment absolument aucun sens. C'est une question dont on doit se saisir collectivement parce que là, c'est la destruction de notre industrie, c'est la destruction d'à peu près tout. Et c'est effectivement le cœur du problème, le fond de cette guerre, c'est celle-ci. Je partage tout à fait l'analyse de Monsieur Bouglé, c'était de couper le lien géostratégique que nous avons naturellement avec la Russie, qui permet à notre industrie de se développer. Et voilà, là on arrive, la perte de la guerre va être ici, quoi. Oui, il y a deux aspects, Clémence, pour rebondir à ce que dit Frédéric Egui.
D'abord, je voudrais revenir, parce que c'est plus facile pour moi en tant qu'observateur d'en parler, de l'événement qui s'est passé avec Piscatevno lorsque Frédéric Aiguille a posé la question sur Nord Stream. Je crois que c'était finalement, et même s'il en a pâti, un événement historique. Un événement historique parce qu'il montrait à la face du monde journalistique l'impéritie de nos élus et de nos gouvernants sur le sujet. Elle était totalement incompétente. Et je dirais même pas seulement incompétente, elle savait même pas de quoi vous parliez. Alors elle a fait une sorte de pirouette à la école de commerce, à l'achetevent au marché, trouver une solution commerciale pour répondre, mais elle ne savait même pas de quoi en parler. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec des représentants de l'État profond et j'ai été fasciné de voir que l'un d'eux me disant, je parle de personnes très impliquées sur la politique énergétique française, hein, Ouais. Et la personne me dit, oui, Vladimir Poutine a utilisé le gaz comme arme de guerre depuis 2021. Je ne sais pas si vous imaginez un proche du ministre de l'Énergie considérer que, en fait, ça n'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, approximativement, que Vladimir Poutine utilise l'arme du gaz. Et c'est consubstantiel à la politique géopolitique européenne et russe que le gaz a été au cœur de la politique depuis 2004, puisqu'elle conduit à la construction de Nord Stream et que c'est au cœur de la discussion. Donc c'est montrer, si vous voulez, qu'au cœur du pouvoir gouvernemental, ils ne savent même pas. Alors, je sais que je suis souvent, comment dire, on me dit, mais monsieur Bouglet, vous êtes bien naïf, ce n'est pas de la trahison, c'est de la trahison, ce n'est pas de l'incompétence. Moi, je considère que l'incompétence est une forme de trahison. C'est-à-dire que quand vous mettez au cœur du pouvoir des gens qui sont incompétents, qui n'ont pas la matière grise pour traiter le sujet, c'est une forme de trahison, parce que vous mettez à des endroits des personnes qui ne sont pas à même de gérer la situation. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je dirais que j'ai essayé de comprendre pourquoi tout ça. Et je pense que malheureusement, c'est le système scolaire et des écoles de prépa et des écoles supérieures que d'avoir considéré que dans le cadre d'une mondialisation heureuse, c'était la fin de l'histoire et que finalement, il n'y avait pas de pays méchants, qu'il n'y avait pas de malignité entre les pays et dans une forme d'idéologie mondialiste. Eh bien, les jeunes, on va dire, qui sont au cœur, soit conseillers techniques ou au cœur de l'État profond, eh bien, ils ont un narratif, ils ont une pensée totalement imprégnée de cet esprit, et donc ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a des opérations de guerre informationnelle, que les États sont méchants, que même si on est partenaire de la Russie, on peut être partenaire de la Russie et avoir des accords. Et donc, en fait, ils ont oublié tout ça et on a créé un déséquilibre géopolitique majeur. Là où nous devions, en Europe, rester en équilibre et avec les États-Unis et avec la Russie, eh bien, on est tombé dans le piège américain, puisque c'est vraiment un piège américain qui a été de déséquilibrer les relations européennes avec la Russie pour couper la relation. Et eh bien, le résultat, c'est que l'Europe est en train de s'effondrer. Et c'est assez logique. Oui. Et parce que, justement, on n'est pas revenu, on n'a pas redonné l'esprit du général de Gaulle quand il crée le commissariat à l'énergie atomique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il sort du commandement intégré de l'OTAN et quand il met en place la mise en place du nucléaire civil et militaire pour assurer le rang de la France
puis le rang de l'Union européenne au travers de l'Euratom en 1957. Eh bien, tout ça, les jeunes, aussi surprenant que ça puisse paraître, qui sont au cœur des conseils des ministres, ils n'en ont pas connaissance. Ouais. C'est terrible. Oui. Oui, c'est assez terrible, comme vous dites, Fabien Boulier. Je voudrais savoir concrètement, reprendre cette phrase du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, quand il dit « Si les États-Unis prennent le contrôle du réseau gazier reliant la Russie à l'Europe, Gazprom est prêt à discuter d'un contrat d'approvisionnement avec le nouveau propriétaire. » Comment ça va se passer concrètement, cette histoire? C'est-à-dire, qui sera... Enfin, quand il parle de nouveau propriétaire, il parle des États-Unis. Qui va décider du moment du rachat du gazoduc? Comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez une réponse, Frédéric Aiguille. Écoutez, ça, je pense que rien n'est inscrit dans le marbre, hein, mais je suppose que les discussions tournent autour du projet qui avait été lancé en l'air donc par l'investisseur américain Stephen Lynch. Après, la question sera aujourd'hui, de voir... concrètement, ça appartient à qui, ce réseau? Vous avez deux Nord Stream. Vous avez Nord Stream 1, qui est une société dont l'actionnaire majoritaire est Gazprom, avec 49% de co-actionnaires, dont Engie, dont BASF en Allemagne. Vous avez un consortium. 49% de consortium européen. Ouais. Voilà, un consortium européen. Et le deuxième Nord Stream, donc Nord Stream 2, c'est Gazprom qui est entièrement actionnaire, avec des financements selon la même proportion que l'actionnariat. C'est-à-dire que dans le deuxième cas de Nord Stream 2, ils n'ont pas fait d'actionnariat, mais ils ont fait un financement calqué sur les taux d'investissement de Nord Stream 1. Et donc, si j'ai bien compris, mais que c'est assez complexe, mais si j'ai bien compris, il suffit que les Russes vendent en fait la société d'exploitation et qui, comme elle est en difficulté financière du fait qu'il n'y a plus de passage du gaz, il suffit que, en fait, à la barre du tribunal, il y a un rachat par des sociétés américaines de la société d'exploitation pour que les États-Unis rachètent l'usage du gazoduc Nord Stream 1 et 2, qui en plus passe par des territoires maritimes de pays européens. Évidemment, la Russie a bien noté que ça allait devenir extrêmement complexe puisqu'elle ne maîtrise plus l'Europe. Avant, elle le maîtrisait avec Gerhard Schröder qui avait créé ses tentacules dans toute l'Europe. Évidemment, si la Russie veut pouvoir continuer à vendre son gaz correctement par les gazoducs, ce qui est un gaz qui lui coûte pas cher, puisque le gazoduc, il est construit, donc ça ne coûte rien. C'est-à-dire que tout le gaz qui va sortir, c'est de la marge nette. Donc, ils peuvent laisser les États-Unis devenir courtiers de ce gaz. Et les États-Unis ont un intérêt majeur, c'est que par cette volonté de domination énergétique, ça va permettre aux États-Unis de surenchérir le gaz russe utilisé par l'Europe et de maintenir la compétitivité de l'industrie européenne à un bas niveau, puisque le gaz de schiste américain est particulièrement compétitif et vaut de 1 à 4 fois, à 4 fois moins cher que le gaz qui nous est vendu, soit sous forme de gaz naturel liquéfié américain. Donc là, si vous voulez, je souris parce que c'est exactement ce que j'ai exposé dans mon livre. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas les gouvernants, c'est atterrant. Eh bien, le projet de domination énergétique des USA est en train de se matérialiser sous nos yeux. Et qui dit domination énergétique dit tout simplement domination politique. C'est-à-dire que donc la seule façon pour les Russes, c'est à la fois de laisser les Américains faire ça, mais eux, de contrôler les BRICS et de créer un pôle multilatéral avec les BRICS. Oui. Et donc, l'Europe va finir par disparaître, mais on va pouvoir en reparler parce que j'ai la solution pour pouvoir répondre à cet affaiblissement énergétique face à cette domination énergitique. On va en parler, mais je vais donner la parole à Frédéric Aiguille concernant notamment les BRICS, qui est quand même un de ces sujets majeurs. Frédéric Aiguille, si on élargit un peu en effet le focus, et quand on voit la situation de vassalisation de la France par rapport notamment à l'émergence des BRICS,
On sait en plus qu'il y a une dernière actualité, hein, puisque l'Arabie Saoudite et la Russie ont convenu de retirer l'OPEP de l'échiquier énergétique mondial. On est quand même en effet dans comment dire, une réorganisation du monde au niveau de l'énergie. Oui, oui, bah réorganisation du monde au niveau d'à peu près tout, mais effectivement, comme on en discute depuis tout à l'heure, l'énergie est absolument centrale là-dessus. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur nos élites. Euh, je pense, M. Bouglet dit effectivement qu'ils lisent pas, qu'ils manquent de connaissances. C'est une certitude. Mmh. Maintenant, il faut voir aussi comment ils sont formés. Et on ne peut pas négliger la question de l'entrisme, notamment d'un État profond américain, anglo-saxon, dans la formation de nos élites, que ce soit qu'elles soient politiques ou qu'elles soient médiatiques aussi par ailleurs. Je connais pas mal le sujet. Mais si on regarde la réaction, par exemple, d'Ursula von der Leyen au lendemain du sabotage de Nord Stream, qui explique à ce moment-là, nous aurons la réaction la plus forte qui soit. Ce qui est normal, c'est une attaque, c'est un acte de guerre contre une infrastructure stratégique majeure de l'Union européenne, et elle réagit donc de manière très forte. Mais 2 semaines après ou quelques temps après, plus personne ne parle plus jamais de cette question-là. Pourquoi? C'est parce que, bon, bah, évidemment, on a bien compris qui était le D'où suspect venait numéro l'origine, 1. oui. Exactement. Et à ce moment-là, on n'en parle plus du tout. Donc ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose, qu'on se pose sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut pas. Ça veut dire qu'on a. Où vont les intérêts? De qui défendent les intérêts Ursula von der Leyen aujourd'hui? De Oui. qui défendent les intérêts les Européens quand ils prennent ce genre de décision? C'est une question majeure qu'on doit se poser et qu'on doit traiter parce qu'elle est plus profonde que ça. On en a eu un aperçu finalement assez profond avec l'USAID, avec tout ce genre de programme où on voit un peu la façon de fonctionner de cet état profond et comment il fait de l'entrisme parmi nos élites. Et ça, c'est un sujet qu'il faudra traiter. C'est un sujet qui, comme d'habitude, n'est pas traité dans les médias parce qu'ils en font partie aussi. Mais c'est un sujet majeur si on veut avancer sur ces questions. Je vois que vous avez dit que vous avez des solutions pour traiter la question énergétique. Je suis curieux de les entendre parce que ça va quand même être complexe. Mais ça, ce sera un sujet à traiter. Après, pour revenir aux BRICS, oui, effectivement, on est en pleine réorganisation. Où est-ce que je pense que, encore une fois, Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit effectivement ce que disait M. Bouglet est tout à fait juste. Il a une vision des échanges, des dynamiques de la géopolitique qui est totalement axée sur l'énergie. C'est ce qu'il fait au Panama, c'est ce qu'il fait. Il demande maintenant un droit de passage au canal de Suez. Il est vraiment dans cette logique-là. Et il est en train d'inscrire en fait son pays dans la nouvelle réalité qui est en train de se créer dans ce monde multipolaire là. Il le fait en défendant ses intérêts. Nous Européens aujourd'hui, on n'a pas encore compris ce qui est en train de se passer en fait. Et on est en train de vraiment rater le train. On reste bloqué dans une idéologie qui aujourd'hui n'existe plus, qui était celle du monde unipolaire où on avait une domination et on pouvait asseoir notre domination militairement, diplomatiquement. Mais aujourd'hui, c'est simplement plus le cas en fait. Et donc, il va falloir réagir vite parce que sinon on va disparaître. Et donc, si M. Bouglet a des idées de comment faire. On va écouter les solutions de Fabien Bouglet. Fabien Bouglet, si vous voulez bien, parce qu'on a déjà dépassé. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. Frédéric Aiguille a parlé à juste titre du canal de Suez. Et c'est peut-être l'enjeu historique prioritaire pour expliquer ce qui se passe. Quand Nasser, en 1956, nationalise le canal de Suez qu'on avait construit, c'est un enjeu majeur pour l'Europe puisque c'est le passage obligé du pétrole qui va fournir l'énergie pour l'Europe. Oui. Et donc, on fait la guerre, on part avec un consortium militaire israélien, anglais et français, et on gagne la guerre. Et là, à ce moment-là, diplomatiquement, les États-Unis s'entendent avec l'Union soviétique pour empêcher que cette alliance militaire renverse Nasser et récupère le canal de Suez. Enjeu majeur. Oui. Enjeu majeur pour l'Europe. Encore cet enjeu de souveraineté énergétique. Et qu'est-ce que fait alors l'Europe? Eh bien, l'Europe, avec les 6 pays qui avaient créé la CECA, qui avait été un échec, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, décide de créer une Europe
de la communauté européenne de l'énergie atomique. Et donc, en 1957, les traités de Rome, eh bien, c'est justement les traités de construction de l'Union européenne avec la communauté économique européenne et avec la communauté européenne de l'énergie atomique. Et donc, l'Europe est née consubstantiellement avec le développement de l'énergie nucléaire, dans ce souci de souveraineté énergétique. Et je pense que tout à l'heure, et je le souhaite, le Premier ministre François Bayrou, dans le cadre de la discussion sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour lequel il va y avoir un débat sans vote, rappelle ces notions historiques fondamentales de la souveraineté énergétique au cœur de la construction européenne. Et donc le nucléaire permet et a permis à la France de se détacher de sa vassalisation aux énergies fossiles. Oui. Et en construisant 13 réacteurs nucléaires à partir de 1974, la France a permis pour sa production électrique de se détacher complètement de la nécessité de se fournir en pétrole, en gaz et en charbon. Et donc, le nucléaire est la seule solution par une électrification des usages. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, dans cette dépendance énergétique, elle ne dépend que de 44% de ses importations d'énergie. Elle fait partie des meilleurs élèves de l'Union européenne, il faut le rappeler. Et donc, de ce fait, le nucléaire devient un enjeu fondamental. Et cet enjeu fondamental fait que nous sommes en guerre avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne, cornaquée d'une part avec les Russes, puis avec les Américains, n'avait pas intérêt à ce que la France développe son leadership européen du nucléaire, qui permettait et de se dévassaliser de la Russie et de se dévassaliser des USA. Il faut bien comprendre une chose. Moi, je suis dans une logique de la France d'abord. Il faut d'abord refaire la France d'abord. Oui. Et moi, je suis ni pro-russe ni pro-américain. Je suis d'accord pour faire des alliances avec les Russes et faire des alliances avec les Américains de manière équilibrée. Nous avons des partenaires, mais nous sommes aussi des concurrents. Et dans ce cadre-là, eh bien, effectivement, nous devons relancer un grand plan nucléaire français, un plan Mesmer 2, puis un plan nucléaire européen dans l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne pour se dévassaliser progressivement. Et ça, évidemment, l'État profond et les agents d'influence russes et les agents d'influence américains, il ne faut pas se limiter simplement aux agents d'influence américains, eh bien, font tout pour empêcher le développement du nucléaire français. On le voit avec cette politique extrêmement puissante qui consiste à mettre des cailloux dans la chaussure du nucléaire français avec le déploiement des énergies intermittentes qui sont des outils de guerre pour saboter le nucléaire français qui peut assurer la souveraineté. Et je rappellerai ensuite un point. Nous disposions d'un outil extraordinaire pour lequel la France avait 30 ans d'avance sur le monde, avec les réacteurs à neutrons rapides pour lesquels nous avons 3 à 4 000 ans de combustible sur le territoire français et qui aurait permis à l'Europe d'être autonome énergétiquement. Eh bien, évidemment, Dominique Voynet l'a abandonné au moment de la gauche plurielle avec Lionel Jospin, et Emmanuel Macron, à la demande et avec l'expertise des traîtres du commissariat à l'énergie atomique qui ont dit qu'il fallait arrêter Astrid, qui était la reprise de Superphénix. Et donc, incontestablement, il y a à revoir en France notre gouvernance énergétique, car il y a des personnes qui, là où elles sont installées, font des actes de trahison anti-française pour empêcher le développement du nucléaire français. Et moi, je fais un appel aujourd'hui, ici, pour les gouvernants, ceux qui vont venir dans les prochaines années. Il y a un ménage fondamental à faire en termes de ressources humaines sur les questions des infiltrations étrangères dans notre système énergétique et dans notre système nucléaire. Ça va être le point de vigilance des prochains mois et des prochaines années. Parce que quand vous dites, Fabien Boulay, qu'il faut revoir la gouvernance énergétique, je pourrais élargir en disant qu'il faut revoir la gouvernance tout court, parce qu'évidemment, c'est lié. On a bien compris, un plan Mesmer 2 voulu par Fabien Boulay. Merci beaucoup à tous les deux. Fabien Boulay, je rappelle votre livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » aux éditions du Rocher. Frédéric Egouy, journaliste indépendant et spécialiste des questions géopolitiques. Merci beaucoup à tous les deux. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.